Wanted Radio, première sur la nature en ville. Écolo égale nature, pas si sûr. Solution nature, avec Valérie sur Wanted Radio. Qu'on ne connaît pas, qu'on a toujours vu seul, qui nous sourit gratuitement alors qu'aujourd'hui tout se paye, qui nous souhaite une belle journée, même quand il pleut sur nos gueules, toi qui nous regardes passer à la même cadence que la veille, toi qui es assis par terre quand on s'installe au bistrot, tapant sur une canette de bière pour faire danser les moineaux, sous le regard des pigeons qui disent quel drôle d'oiseau, c'est donc ça la vraie misère quand y a pas de tête dans le chapeau, toi qui as été enfant et qui a grandi avec les grands discours des grands-parents disant que la vie a un prix, les grands discours des dirigeants dictant le prix de la vie, les grands discours des bien-pensants clamant que la vie c'est joli. Tu dois plus rien y comprendre maintenant. Toi qui as peut-être tout perdu ou qui n'a jamais rien gagné, qui croit encore au miracle mais plus en l'humanité, si tu mets tes mains dans les poches c'est pour en sortir un ticket, te donnant droit à une brioche qui te fait l'effet d'un banquet. Et nous on te passe à côté, un Starbucks à la bouche, à 8 balles le café, y a même personne qui trouve ça louche. On le descend en 3 gorgées avec le sourire à l'envers. Je vais leur coller un procès parce que cette merde est trop pas mère. Tu nous regardes avancer en même temps qu'on fait marche arrière. Pendant que tu rêves de nos journées, nous on les vit comme un enfer. On se bat pour tout avoir et quand c'est fait, on veut autre chose. On repart l'arc-en-ciel en noir espérant voir la vie en rose. On oublie de s'émerveiller devant les acacias en fleurs parce que tu dors à leurs pieds sur ton carton de valeur. Et si on devine ta bonté, on ne voit même plus ta douleur. Quand tu nous souhaites une belle journée alors qu'il pleut sur ton cœur, tu as fait du pavé ton plus beau tapis d'Orient. Ta maison a 6000 rues et 10 413 bancs. Les lampadaires sont chandeliers accrochés au firmament. Et si le vent vient te chasser, tu l'accompagnes en marchant. Et que l'hiver sera là, tu t'en iras discrètement. Personne ne remarquera que ton poste est resté vacant. Les hirondelles reviendront au premier jour du printemps, s'enraciner sans ailes, déposer ton remplaçant. Au dernier jour de l'été, j'irai m'asseoir dans ce bistrot d'où je te voyais chanter pour faire danser les moineaux. Ils seront des milliers et tu seras l'un d'entre eux. Tu me souhaiteras une belle journée et il pleuvra dans mes yeux. Bonjour les amis, bonjour Samuel. Bonjour Valérie. Et merci pour cette belle chanson à Fanny de Poule. C'est comme ça c'est s'écrit, P-H-A-N-2-E de Poule. Pour cette jolie chanson qui justement le personnage était, quelqu'un a deviné, le moineau. Voilà, donc ça s'appelle le moineau des villes. Et c'est une vision du moineau, de notre monde à nous, et que je trouve très pertinente et très juste. Donc merci pour cette belle chanson. Aujourd'hui, éphéméride, nous sommes le 27 mars. Le printemps est passé par là. Il a fait très très chaud chez nous. Il paraîtrait, j'ai entendu encore à la télé, que c'est un mois de mars le plus chaud jamais. Jamais enregistré. Mais bon, maintenant, on va être de plus en plus dans ce genre de record. Le mois de juillet le plus chaud, le mois de juillet le plus chaud, le mois d'août qui crame. Tout ça. Bon, bref. Donc, voilà. C'est fait, c'est parti. Allons-y gaiement. Et bien là, il fait un peu plus frais quand même. Il fait un temps de printemps, 14, 16, un truc comme ça. Il pleut. Il pleuviote, donc un temps gris, reposant. En même temps, c'est bientôt Pâques, c'est normal. Les cloches sous la pluie.
Tout va bien. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler encore, faire une petite fiche de lecture justement par rapport aux moineaux des villes. Parce que je me suis aperçue que peut-être vous vous rendez peut-être la plupart des gens ne se rendent pas compte, vous mes chers amis, vous vous rendez pas compte qu'en fait un arbre c'est quand même un quartier à lui tout seul, quoi. Ça abrite beaucoup d'insectes, mais pas que, ça abrite aussi beaucoup d'oiseaux. Et c'est un immeuble à oiseaux, c'est un immeuble à insectes, c'est un immeuble à micro-organismes, vers de terre, champignons, colamboles, bactéries, virus, etc., qu'on ne voit pas dans le sol. Donc il y a toute une faune, microfaune, avifaune pour les oiseaux, qui gravite autour de cet arbre. Et plus l'arbre est vieux, et plus, bien sûr, il reçoit de faune, d'avifaune et de microfaune. Donc, quand on tue un arbre, qu'on l'abat, comme par exemple sur la 69, ou juste parce que ça fait des feuilles dans la piscine, on détruit aussi des habitations pour la faune et pour les oiseaux. Et donc tout cet écosystème de faune et d'oiseaux qui sont des oiseaux de nos régions quand même, ou des oiseaux de passage, mais enfin voilà, donc on les oblige à aller ailleurs et à s'expatrier en dehors de nos villes, et du coup après on n'a plus de champs d'oiseaux dans certaines de nos rues, dans certains de nos parcs, parce que bon bref, donc voilà, il faut penser à ça, c'est que un arbre, quand il tombe, c'est pas que du bois et des feuilles qui tombent, quoi. Il y a des centaines d'êtres vivants, autres, invisibles, des insectes, des oiseaux, qui habitent dans cet arbre et qui sont obligés d'aller se réfugier ailleurs, qui deviennent sans domicile fixe. Et justement, par rapport à ça, à toute cette petite faune qu'on oublie quand on abat des arbres, j'ai pris ce livre que j'ai eu à la bibliothèque de Pessac, qui s'appelle « À l'ombre des arbres, planter la ville pour demain ». Donc c'est un livre de Caroline Mouly, M-O-2-L-I-E. C'est aux éditions, je ne sais pas, Au Secours de nos villes. Je ne vois pas l'édition, mais je vous dirai. Donc, Caroline Mouly est architecte paysagiste et spécialiste de l'urbanisme végétal. Elle a conduit pendant 10 ans au ministère de l'Environnement un programme de protection et de valorisation des arbres en ville. Elle est l'auteure de l'ouvrage Des arbres dans la ville, qui fait référence auprès des professionnels de l'aménagement en France et à l'étranger, et membre d'honneur de la Fédération française du paysage, dont elle a été présidente pendant 10 ans. Donc voilà, c'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui connaît son boulot. Et donc j'ai pris pour voir justement le sens ou la vision d'un urbanisme paysagiste, et j'ai été vachement étonnée, je dois le dire, parce que on se retrouve sur beaucoup de sujets, pas sur tous. Parce que voilà, moi je suis pour les arbres libres, totalement libres, mais bon, c'est peut-être pas d'époque, mais voilà, mais on se retrouve sur beaucoup de sujets, et c'est vraiment un livre pour essayer de comprendre l'arbre dans la ville et ce qu'il subit au quotidien, qui est très didactique et qui est accessible à tout le monde, avec des photos, des exemples. On parle même aussi de Bordeaux Métropole et de Bordeaux. Voilà, on a un petit, par rapport aux micro-forêts, etc. Donc on a un petit encart. Et donc on va feuilleter ce livre ensemble. Voilà. Donc j'ouvre la première page. Je répète le titre, « À l'ombre des arbres, planter la ville pour demain ». Ce qui est important, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes viennent dans les associations et se demandent quel arbre va résister demain. Donc c'est vraiment une préoccupation, que ce soit du public ou des professionnels, de savoir quel arbre va résister au climat qui arrive, qui sont très intenses. Tout d'un coup il fait froid, tout d'un coup il fait chaud, il fait trop froid, il fait trop chaud. C'est-à-dire qu'en ce moment on est en train de foutre par terre notre niche écologique. Alors la niche écologique, qu'est-ce que c'est ? C'est un intervalle de température, entre autres, où la vie peut exister, où on peut vivre bien. Voilà. Et notre intervalle de température, là, elle est en train d'en prendre un coup. Et donc, aussi pour les végétaux. Alors,
première page, les arbres des êtres merveilleux. Ben, ça, nous sommes d'accord. Hein. Donc, vous avez tout un petit paragraphe sur qu'est-ce que c'est un arbre, les recommandations, comment il vit, c'est quoi, donc les racines. C'est de puissants flux de vie, ce qui est exact, c'est-à-dire les sèves qui montent, les sèves qui descendent, avec des jolies photos d'arbres existants sur des places qui sont vraiment magnifiques. Donc là, vous avez tous les... Donc on va passer, c'est un peu la physiologie de l'arbre. Elle parle aussi beaucoup des racines et de l'importance de l'invisible, c'est-à-dire du monde souterrain, des racines, des micro-organismes, des symbiotes, c'est-à-dire des organismes qui sont partenaires de l'arbre, comme les champignons. Mais vous avez aussi des fourmis qui peuvent être symbiotes aussi, partenaires de l'arbre. Donc voilà, donc c'est tout ça. Et alors, elle parle plutôt pour qualifier les arbres urbains. Donc Madame Caroline Molly, elle parle plutôt d'arbres de compagnie. Voilà, c'est-à-dire que nous avons dans nos villes, pour elle, les arbres des villes, c'est les arbres qui sont sur nos allées, qui sont sur nos places publiques, qui sont dans nos parcs, nous tiennent compagnie. Et donc, elle les nomme comme ça, des arbres de compagnie. Moi, ouais. Est-ce que c'est les arbres qui nous tiennent compagnie ou c'est nous qui sommes les hôtes des arbres, puisque nous sommes sur leur territoire à chaque fois. Hein. Au départ, il y a toujours un arbre. Hein. Donc voilà, la planète, à mon avis, à moi, qui n'engage que le mien, bien sûr, la planète appartient aux arbres et aux végétales avant de nous appartenir à nous. Donc je pense qu'on est plutôt les hôtes des arbres que eux des arbres de compagnie. Mais bon. Alors voilà, pour elle, c'est notre compagnon au quotidien pour une complicité heureuse. Donc, elle explique qu'est-ce que c'est un arbre de compagnie. Et elle parle bien sûr du rôle des arbres dans le rafraîchissement urbain. Ce qui est quand même un problème aujourd'hui, tous les étés, et qui, du coup, aussi commence à faire réfléchir nos édiles partout. Par exemple, rien qu'à la mairie de Pessac, il y avait une place de la mairie qui était très 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 minérale, et là ils sont en train de tout péter pour mettre des arbres et de la végétation. Ici à Bordeaux, on plante beaucoup d'arbres, des milliers d'arbres par an, justement aussi on récupère des places pour les revégétaliser, on pète un peu des places de parking pour mettre des arbres à la place, etc. Donc voilà, donc ça revégétalise à tout crin. Et alors après aussi, c'est aussi l'excès de végétalisation n'est pas très bonne aussi pour l'arbre, ça on le verra plus tard. Et donc pourquoi ? Mais parce que le meilleur climatiseur au monde, ce n'est pas un Dyson ou un Philips ou un je ne sais pas quoi, voilà, c'est un arbre. Voilà, parce qu'en plus ça vous coûte rien. Il n'y a pas de dépenses d'électricité, ce qui est quand même aujourd'hui, avec la hausse des consommations et du prix de l'électricité, un gain de pouvoir d'achat énorme. Un arbre, ça vous fait de l'air frais et de l'humidité et un genre de brumisation, si vous voulez, gratos. Et plus l'arbre est gros, plus il a de feuilles, et plus il est en bonne santé, et plus il vous fait de l'air frais. Ça peut aller quand même, comme c'était écrit dans le livre, que l'ombre produite par les arbres est le facteur le plus important du rafraîchissement urbain. Elle permet de réduire localement la température urbaine de 3 à 5 degrés et de 50 à 60% la consommation énergétique pour la climatisation. C'est quand même énorme. Vous vous rendez compte ? La qualité de cette production dépend bien sûr de la densité des plantations, donc s'il y a beaucoup d'arbres, de la transparence des feuillages et de l'essence. Les pins sont moins rafraîchissants que les feuillus. Alors on appelle les feuillus les chênes, enfin voilà, tous les arbres qui ont des feuilles en fait. Mais attention, la nuit, voilà. Et alors la présence d'arbres matures, donc les vieux arbres, est un des moyens les plus efficaces pour réduire le phénomène d'îlots de chaleur en période de canicule de 1 à 3 degrés sur toute la durée de l'épisode, et de 3 à 5 degrés à un instant donné en fonction du taux de végétation. Ce qui est énorme.
La présence d'un alignement d'arbres adultes réduit de 50% la concentration des particules fines dans les logements proches à raison de 100 grammes par arbre et par an. Vous vous rendez compte? Tous ces alignements d'arbres qu'on a sur nos quais et nos boulevards, eh bien, ils captent les particules fines des voitures qui passent à raison de 50% de la concentration. C'est formidable. Donc, un arbre de 12 mètres puise par jour 225 litres d'eau et d'éléments minéraux. Ses feuilles les transforment en 5 kg d'hydrate de carbone et libèrent 1,7 m3 d'oxygène pur. 90% de l'eau absorbée par les racines sont rejetées par les feuilles sous forme de vapeur d'eau. Donc 90% des 225 litres d'eau que cet arbre de 12 mètres capte tous les jours est rejeté dans l'atmosphère pour rafraîchir. Ce qui est quand même un effet de brumisation extraordinaire. Donc c'est pareil, c'est-à-dire que si vous avez un parc à proximité, ça réduit aussi beaucoup la chaleur dans un rayon de 100 mètres autour du parc. Donc vous avez cet effet rafraîchissant qui est acté de toute façon. Après, bon, vous avez des édiles ou des maires qui ont compris le truc et puis vous en avez d'autres qui n'ont pas compris le truc. Voilà, ça c'est tout. Mais bon, ça c'est fait. Donc, et puis après, vous avez aussi ce qu'elle dit, hein, c'est-à-dire la qualité des arbres, l'envie de rester dessous, de faire des siestes, de pique-niquer, de partager un moment avec des amis, dans la famille, c'est toujours très agréable, plutôt que de s'asseoir sur une place minérale et de se cramer les fesses. Alors, on passe les pages. Donc là, elle explique pourquoi on s'est éloigné de la nature. Parce qu'on a décidé que ça ne nous intéressait plus. Donc on a laissé faire. Et du coup, voilà, ça, il y a eu un certain désastre dans les années 50 où et a commencé les tailles, les élagages drastiques qui ont un peu réduit les arbres en ville à des moignons. Ça a été commencé par le désastre, voilà. Et que faire face à l'abattage? Donc vous avez tout un article sur l'abattage. Elle est contre, bien sûr, l'abattage, hein. Donc elle veut bien qu'on taille pour pouvoir vivre en harmonie avec les villes, mais abattre des arbres. Donc c'est un livre très intéressant. Donc ça reprend aussi l'histoire des arbres dans la ville. Et nous, ce qui nous intéresse un petit peu plus, c'est le deuxième paragraphe, c'est bonnes et fausses bonnes idées. Voilà. Vous savez, comme moi j'aime bien remettre les choses dans leur contexte. Donc les fausses idées reçues, comme par exemple que les racines ça pète les tuyaux, c'est faux. Ou comme quand il y a du vent, l'arbre il bouge, il va tomber, c'est faux. Enfin, ou alors tailler un arbre, ça lui fait du bien, c'est faux aussi. Ça, c'est la première idée fausse reçue. Je l'ai déjà dit dans plusieurs émissions, je le redirai jusqu'à que on arrête de tailler ou d'élaguer les arbres. Que ça soit terminado. Voilà. Donc, la quantité ne fait pas la qualité. Trop est l'ennemi du bien, trop d'arbres tuent les arbres. Donc, elle parle en fait de cette politique tout d'un coup, c'est toujours pareil, hein. Quand on est dans l'urgence, on veut toujours faire bien, mais on veut faire trop bien. Et donc, du coup, on se met à vouloir planter des arbres, mais ce n'est pas la bonne solution. Parce que planter trop d'arbres, du coup, ça induit un gaspillage aussi de plantation, puisque les arbres rentrent en compétition entre eux et tous ne vont pas pousser ou croître. Beaucoup vont mourir et ça peut faire aussi des masses boisées dans les villes extrêmement denses. Et donc du coup après, quand c'est trop dense, il va falloir éclaircir ou tailler ou élaguer. Donc la course à la revégétalisation à tout crin, il faut s'en méfier, surtout
que, comme elle dit dans son livre, que c'est vrai que vous avez certains bureaux d'études ou promoteurs, c'est facile de mettre sur des logiciels. Vous voyez, vous rajoutez ça fait beau sur un logiciel, vous rajoutez un arbre, vous l'enlevez, machin, etc. Un peu comme un décor urbain ou une poubelle ou un banc. Et c'est vrai que ça fait beau, tous ces arbres un petit peu touffus, etc. Mais dans la réalité des choses, c'est pas la meilleure chose à faire, puisque les arbres ne peuvent pas pousser librement et ne peuvent pas s'exprimer à leur plein potentiel. Donc, elle explique ça. Des enchères infrénées, par exemple. Vous voyez, vous avez des exemples. 10 000 arbres à Strasbourg, à Dunkerque et à Saint-Lô. 100 000 arbres à Toulouse qui veulent planter. 100 000 arbres à Toulouse, à Angers et à La Roche-sur-Yon. 1 million d'arbres pour la métropole de Bordeaux et la région sud. Et 3 millions pour Milan. Jusqu'où monteront les enchères? Cette course au nombre est-elle vraiment pertinente? Non, il est inadapté de raisonner en quantité pour estimer la qualité d'une plantation en ville. Un seul grand arbre bien planté et bien développé aura le même effet qu'une dizaine d'arbres de petite dimension. Les bilans d'apport d'oxygène et d'absorption du gaz carbonique annoncés sont souvent irréalistes. Ils relèvent quasiment du mirage et se soucient bien peu de respecter les besoins vitaux qui donnent des arbres sains et aptes à jouer les rôles attendus. Voilà. Donc en gros, on n'est pas obligé de faire plein d'arbres. C'est pas la quantité. Voilà, c'est ça. C'est pas la quantité qui compte. Et pour ça, je suis extrêmement d'accord avec elle. C'est la qualité de l'arbre qui compte. Si vous mettez que des petits arbres de Playmobil, comme il y en a beaucoup à Euratlantique en ce moment, alors on me dit, dans les centres-villes, ils vont pousser. Moi, je veux bien, ils vont pousser. Voilà. Bon, ils vont pousser. Et bien du coup ça prend la place ça n'aura pas la même qualité par exemple qu'un énorme arbre. Bon, bien sûr il faut que ça soit adapté aussi et qu'il ait la place de pousser, nous en sommes bien d'accord, mais qu'un arbre mature déjà existant, donc il faut garder les existants, qui est un grand houppier, c'est-à-dire la largeur de ses branches, de ses ramures avec toutes ses feuilles, avec en bonne santé, avec des feuilles larges, etc. C'est la qualité qui compte, c'est pas la quantité en fait. Et ça vaut pour tout, et ça vaut aussi pour le vivant. Donc elle n'est pas trop fan de notre 1 million d'arbres. Mais il me semble, moi je me souviens que à l'inauguration de cette campagne de 1 million d'arbres, il y avait Francis Allais qui a fait un discours pour l'inauguration, il me semble, et lui non plus, il n'était pas du tout fan de cette course à l'échalote qui était de planter, et qu'il valait mieux réfléchir à la qualité des arbres plutôt que de les mettre en nombre. Mais bon, ça c'est comme ça. C'est quand on est dans l'urgence, tout de suite, on veut faire au mieux et on fait pire. Il y a pas s'il y a un proverbe comme ça. Si l'ennemi, ouais. Le trop. Enfin bon, bref. Voilà. Alors, des images trop vite pour être honnête. Voilà. La fièvre des plantations, c'est-à-dire de la plantation à tout crin, galvanise la créativité des concepteurs qui rivalisent d'imagination afin de satisfaire l'engouement pour le végétal et remporter les appels d'offres auprès des promoteurs et des municipalités. Nombreux sont les projets à vanter les plantations, mais bien rares sont ceux qui s'inscrivent dans le temps du végétal et tiennent compte de ses exigences. Pour présenter virtuellement des projets plus verts que verts, quoi de mieux que l'infographie ? Malheureusement, la souris n'est pas bonne jardinière. C'est un outil de plantation virtuelle qui permet de multiplier les arbres sur les images pour les rendre flatteuses et attirantes. Véritable leurre, ces images fictives ne tiennent absolument pas compte de l'espace et du temps nécessaires à un développement harmonieux. Soit les arbres sont représentés à leur stade adulte, ce qui est flatteur mais totalement irréaliste, soit ils sont miniaturisés, ce qui permet de les introduire dans l'image en nombre quasi illimité. Ça, c'est ce qu'on retrouve beaucoup. Alors, vous voyez, le fait de miniaturiser les arbres pour les introduire dans l'image en nombre quasi illimité ou pour en rajouter, c'est ce que nous, on trouve beaucoup dans les projets immobiliers, en fait.
dans les quelques concertations auxquelles j'ai pu assister, quand vous avez le paysagiste du projet, donc payé par le client, qui est le promoteur, qui vient présenter le futur paysage du projet immobilier, il y a toujours des arbres un peu partout, mais si vous regardez bien les échelles, ils sont toujours plus petits que les immeubles, ou alors, hein, enfin, ils sont toujours placés à des endroits qui c'est impossible sur le terrain en fait. Ils seraient trop près, etc. Donc en fait, c'est un leurre et c'est grâce bien sûr à la magie de l'informatique et de l'infographie qu'on peut rajouter des arbres et donc pour vous faire croire que votre projet immobilier qui va se monter à côté de chez vous va être rempli d'arbres, etc., et végétalisé et tout, alors que c'est absolument faux sur le terrain parce qu'il n'y a jamais la place. Donc, c'est pour ça qu'elle privilégie. Elle privilégie par rapport au plantage de nombre d'arbres, elle le privilégie plutôt les plants canopés, c'est-à-dire réfléchir en surface de feuillage. Les plants canopés sont une bonne façon d'éviter la surdensité et d'augmenter les bénéfices des arbres dans les villes. Au lieu de multiplier le nombre d'arbres, ces programmes consistent à donner aux arbres les meilleures conditions de croissance pour qu'ils développent un maximum de feuillage, qu'ils optimisent l'amélioration de l'air ambiant et qu'ils ombragent la plus grande surface de sol possible. À partir d'un patrimoine existant, parce que bien sûr, comme nous, elle est pour garder les arbres matures existants, il faut d'abord garder l'existant, et diagnostic, ils mettent en valeur les sujets, prévoient des renouvellements progressifs et des extensions possibles. Voilà, donc il y a beaucoup de villes dans le monde qui font ça, qui privilégient la surface d'ombrage, c'est-à-dire donc le feuillage des arbres, au nombre d'arbres. Parce que bien sûr, c'est l'ombrage. C'est l'ombrage qui fait le rafraîchissement. Parce que plus vous avez d'ombrage, plus vous avez de feuilles, donc plus vous avez d'évapotranspiration, donc plus vous avez d'humidité et de rafraîchissement aussi, de par le fait, 1, de l'ombre et 2, par l'évapotranspiration des feuilles. Donc c'est gagnant-gagnant. Donc voilà, nous sommes d'accord. Et elle préfère aussi bien sûr garder l'existant. Donc je rappelle le livre « À l'ombre des arbres, planter la ville pour demain » de Caroline Mauly. Donc vous avez beaucoup de photos et d'exemples dans d'autres villes de France. Et puis elle parle par contre, alors ça, vous voyez, c'est un truc que j'ai appris dans le bouquin. Et c'est un angle, voilà. Elle parle des rapts d'arbres. Alors, qu'est-ce que c'est un rapt d'arbres ? C'est la question qu'on se pose. Ben oui. C'est quoi, Valérie ? Un rapt d'arbres, en fait, elle dit que dans certaines villes ou régions, pour que on soit tout de suite convaincu et qu'on ait tout de suite de la fraîcheur, de l'ombrage et le dessin paysager, souvent on transplante ou on plante des arbres déjà adultes. Ce qui est une erreur pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'un arbre déjà adulte, il aura beaucoup de mal à se refaire, enfin à repousser et à s'ancrer dans un nouveau territoire. La plupart du temps, on coupe au ras ses racines et on coupe au ras ses branches charpentières pour pouvoir le transporter, etc. Il est mis dans une autre type de sol avec d'autres micro-organismes, ce qui sera souvent une terre pauvre parce qu'en ville, les terres sont pauvres, hein, et souvent contraint. Donc, il aura beaucoup plus de mal à refaire des racines et donc, du coup, à de nouveau s'installer et croître que de planter des jeunes plants. Seulement, nous, on ne veut pas attendre. C'est vrai que le temps de l'arbre, il est long. Donc, c'est pour ça que certains sont enclins, si vous voulez, à prendre des arbres déjà adultes pour les replanter dans leur ville, sur les places ou sur les allées, pour faire du vert tout de suite et contenter leurs administrés. Et c'est ça qu'elle appelle des rapts d'arbres, parce que ces arbres adultes, ces gens, ils les ont pris quelque part. Voyez ? Donc, ils les ont enlevés d'un territoire où ils étaient présents et pour les mettre dans leur ville
ou dans leur jardin, quand c'est des particuliers. Et donc, ils ont volé des arbres, ils ont kidnappé des arbres sur d'autres territoires, et il existe un grand trafic d'oliviers, en ce sens, puisque tout le monde veut son olivier. Les oliviers font l'objet d'un trafic peu glorieux, ils sont le plus souvent originaires du sud de l'Europe. Voilà, c'est-à-dire qu'ils sont déterrés, kidnappés sur leur territoire pour être mis sur une place à côté d'une piscine pour faire joli. Rapt et spoliation de territoire, ça s'appelle. Le pire des pratiques consiste à extraire des arbres adultes de leur milieu naturel d'origine, où ils sont installés depuis longtemps et complètement adaptés à leur environnement. Ce sont de véritables rapts d'arbres de 8 mètres, 10 mètres, 15 mètres et plus, mis en bac et vendus sans préparation. Ce marché bien développé est entretenu par une clientèle publique ou privée, prête à en assumer les coûts très élevés. Les oliviers font les frais de cette mode pour les transplantations de gros sujets. Voilà. Donc ça, j'avais pas pris conscience de ça, mais c'est vrai, c'est-à-dire que les arbres adultes que vous voyez transplantés chez vous, c'est à la question de vous poser la question, à qui on les a enlevés ? On les a enlevés à des gens, on les a enlevés à un territoire. Si ça se trouve, on a dépouillé un village pour pouvoir mettre un arbre chez nous. C'est terrible, quoi. C'est terrible. Après, elle parle du coup pas de sol par d'arbres, donc c'est aussi ça qui est très très important et qu'il faut comprendre en ville et qui est le plus gros problème des arbres en ville, c'est qu'un arbre sain qui grandit et qui croît de manière normale et optimisée, il lui faut un sol de bonne qualité. C'est le prérequis. Si vous n'avez pas un sol de bonne qualité, c'est-à-dire avec des micro-organismes, c'est-à-dire aéré, donc non compacté ou non tassé, c'est-à-dire sans trop de réseau, non trop contraint, avec de l'eau, fertile, avec une terre meuble, une bonne terre, etc. Ce qui est très rare quand même en ville. C'est plutôt une terre à gravats, une terre polluée et puis remplie de réseaux. Et bien vous avez un bel arbre qui peut pousser de manière optimum et atteindre son âge adulte et sa circonférence normale. Donc c'est très important d'avoir un bon sol. Et elle parle aussi bien sûr des arbres hors sol qu'elle considère comme des acrobaties inutiles et coûteuses. Alors, une petite pensée à tous ces arbres qui sont du côté de la place Tourny. C'est pas la place Tourny, mais c'est le rond-point qui descend de je sais plus, la grande voie là, qui va à la place Tourny. Oui, je vois ouais. Et la statue là. Ouais, c'est ça, où il y a le tram qui passe, voilà. Et donc, où là, il y a plein d'arbousiers en boîte. Il y en avait 2-3 il y a quelques années, là, il y en a une dizaine maintenant. Et c'est de ces arbres-là qu'elle parle. Les arbres au sol, ceux qu'on met en boîte. L'ancrage au sol d'un arbre est l'un des signes forts qui rattachent le citadin en réalité du monde végétal et de son indispensable subordination à la terre. Hors sol, donc en boîte ou en suspension, parce que vous avez aussi du côté de Darwin une résidence nouvelle, etc., où vous avez les arbres qui sont accrochés sur les murs. En suspension, en l'air, dans des petits pots en métal en plus, parce que c'est vrai que le métal au soleil c'est pas chaud, ça chauffe pas. Et donc vous pouvez voir ça, les gens sont dans des grillages comme dans des prisons, mais en fait je suppose que c'est parce qu'ils veulent que le végétal s'accroche à ces grilles et du coup qu'ils se sentent dans un cocon de végétal. Et vous avez des arbres en suspension là sur 2-3 étages qui sont hors sol. Donc ça, plus les arbres en boîte. Donc hors sol, donc voilà, ces arbres hors sol. L'arbre devient un objet de mobilier urbain ou un décor de façade. Voilà, tout est dit. Quand vous avez un arbre en boîte, c'est pour décorer. C'est tout. Et donc ici, je ne comprends pas que des édiles qui aiment les arbres continuent, même pour faire plaisir à des administrés, qui continuent à utiliser des arbres en boîte. Voilà, ça c'est dit. Alors, il renforce une idée malheureusement trop fréquente que l'on peut faire tout et n'importe quoi avec le végétal,
qu'importe, on le remplacera. Mais c'est faux. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi avec le végétal. Le végétal est un organisme vivant, donc il peut être blessé, il peut pourrir, il peut être malade et peut mourir aussi. Les plantations d'arbres hors sol, elles continuent. Les plantations d'arbres hors sol se développent aujourd'hui de façon spectaculaire et parfois extravagante. Dans un grand élan d'éco-compatibilité, ils sont convoqués pour garnir abondamment l'espace public ainsi que les façades. On les contraint à abandonner le sol, leur matrice vitale, pour participer à cette frénésie de nature en dépit de tout bon sens. Soumis à toutes sortes de contorsions, ils sont tenus de s'incruster dans des bacs, jardinières, pots, tranchées ou fosses étanches où jamais ils ne trouveront les conditions nécessaires au développement de leurs racines. Inutile d'attendre de ces arbres qu'ils s'épanouissent et qu'ils développent de beaux houppiers. Voilà. La survie de ces arbres, en plus aux racines contraintes, est souvent assurée par des systèmes d'arrosage complexes et parfois téléguidés à distance. C'est-à-dire que qui vient arroser les arbres en boîte de cette place à côté de la place Tourniquet ? La pluie. La pluie. Donc, quand il fait canicule, si par exemple, et à quel niveau et à quelle quantité ? Est-ce qu'ils sont assez arrosés ? Qui c'est qui vient ? Est-ce qu'ils viennent souvent ou pas, etc. Est-ce que quand on a été déclaré, comme l'année dernière, en flux hydrique et que la préfecture a interdit plein de choses, dont d'arroser les arbres, qu'est-ce qu'ils deviennent ? Alors qu'un arbre dans un sol, il trouve son eau tout seul. Il n'a pas besoin d'attendre qu'on vienne l'arroser. Vous voyez, donc ça fait aussi économie d'entretien, de personnel, de CO2 parce qu'il faut venir avec un camion-citerne. Et quand on l'oublie, l'arbre, il ne risque pas de mourir puisque lui, un arbre qui est ancré dans le sol, dans une terre, lui, il trouve son eau tout seul. Il est autonome. Bon, bref, donc les arbres en pot, niet. Arbre en pot et autres fantaisies, il faut oublier parce que ça fait mourir les arbres. Voilà, c'est tout. C'est encore une torture de décoration. Alors pareil aussi pour les murs végétaux, qui pour elles ne servent à rien. Et puis quand ça vieillit, c'est assez moche. Là, il y a une photo des murs végétales à Avignon, de la halle. Au début, en 1994, ça faisait très joli, et quoique, c'est pas top. Mais là, en 2021, c'est extrêmement moche parce qu'il y a beaucoup d'herbes qui sont mortes et tout ça, etc. Donc, c'est pas très joli. Donc, voilà, préférez les grimpants quand vous végétalisez des murs. Vous voyez, les plantes grimpantes, et ne mettez pas tout ça. Alors, la forêt. Pour en venir à ce constat, la forêt et la ville, deux milieux incompatibles, oui ou non ? Elle parle aussi des forêts urbaines. Ici, nous, sur Bordeaux Métropole, sur Bordeaux, on a 3 forêts urbaines, dont une à Billiodel, dont elle parle aussi dans le livre, et qui ne la convainc pas du tout non plus, en termes de rafraîchissement ou de bien-être pour les riverains, parce que ça va faire une forêt peut-être, et quand, on ne sait pas. Mais que les gens ne pourront pas utiliser puisque ça sera un terrain, ça sera du coup très dense en termes de végétation et puis c'est interdit à ce que les gens se promènent. C'est juste un bout un point isolé de végétal. Donc voilà. Et on arrive à la taille. Voilà, donc petit paragraphe pour la taille. La taille, une fausse amie, l'élagage, un vrai ennemi. Voilà, je vous aime, Madame Caroline Molly. Je vous adore. Ici, à Solutions Nature, en direct de Terre Nature, on n'arrête pas de le répéter et de le répéter encore et encore et encore. Un arbre ne se taille pas. Jamais, 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 jamais. Ça lui fait du mal, ça le blesse. C'est des portes d'entrée aux maladies, aux pathogènes, aux insectes. Et après, l'arbre, il peut pourrir. Mais alors, comme il pourrit lentement et silencieusement, on ne s'en rend pas compte du jour au lendemain, voilà. Et puis, dans 3 ans, 4 ans ou 5 ans, il est tout pourri à l'intérieur. Et on se dit, oh là là, oui, mais c'est parce que tu l'as taillé. Et que ça vaut pour les branches au-dessus qu'on voit, mais ça vaut aussi pour les racines en dessous qu'on ne voit pas.
quand on fait une fondation, quand on fait une piste cyclable, quand on construit un parking souterrain, quand on fait des aménagements urbains, quand on fait une extension de sa maison, etc., et qu'on coupe des racines, c'est la même chose que de couper des branches. On peut amener aussi justement le pourrissement de l'arbre. Voilà. Donc ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. C'est toujours blesser l'arbre, toujours. Il faut garder ça à l'esprit. À l'esprit, toujours, quand on a un arbre chez soi, à l'esprit que c'est un être vivant. Et comme un être vivant, eh bien, il saigne, il peut être blessé et il peut mourir. Donc à chaque fois qu'on fait une action sur cet arbre ou qu'on demande à faire une action sur cet arbre, il faut y penser. Ce n'est pas anodin. Il y a des conséquences derrière. Donc, la taille, une fausse amie, les gage un vrai ennemi. Les arbres n'ont pas besoin d'être taillés. L'impératif est donc simple. Il faut y toucher le moins possible, dit cette dame dans son livre « À l'ombre des arbres, planter la ville pour demain ». Est-ce que nous sommes d'accord ? Alors bien sûr, on va toujours trouver des gens qui n'en ont rien à foutre, mais il y en a toujours, etc. Mais si la majorité des personnes qui ont des arbres chez eux dans leur jardin arrêtaient de les tailler pour en faire des poteaux électriques, en plus c'est moche. Et puis ça ressemble pas à un arbre. Pour moi, c'est pas un arbre, c'est une sculpture abstraite, si vous voulez. C'est un arbre qui va mourir, c'est un cadavre ou c'est un squelette, mais ce n'est pas un arbre. Et vous vous privez, en plus, de tous les bienfaits par rapport au feuillage. C'est-à-dire le rafraîchissement, l'ombrage, les oiseaux qui viennent, tout ça. À quoi bon avoir un arbre chez soi ? Alors, à ce moment-là, voyez, acheter une baraque sans arbre, avec juste, 50 mètres carrés de bitume. Voilà, allez habiter à Euratlantique. Voilà, c'est ça. Achetez à Euratlantique, vous serez très content. Mais arrêtez de tailler vos arbres en forme de totem, s'il vous plaît. Pour l'amour des arbres, s'il vous plaît. Donc, voilà, pourquoi planter ? S'interroge cette dame. Pourquoi vanter l'intérêt des arbres ? Pourquoi invoquer leur absolue nécessité s'il s'agit ensuite de les mutiler ? Parce que c'est ça. C'est de la mutilation pure et simple. Amputer les grosses branches, les priver de leurs feuilles où il y a le siège de la photosynthèse. Je vous rappelle que c'est là que se fait la production de sucre et donc de bois. Donc c'est comme si vous les priviez de manger, quoi. De boire, de manger, de respirer, enfin, voilà, c'est une torture. C'est une torture. Alors bien sûr, on dit c'est des arbres et tout ça, etc. Mais du coup, on ne pourra plus rien faire. Alors après, c'est vrai que j'entends beaucoup les gens qui disent oui, mais il faut bien du bois pour faire les tables, les chaises et machin. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Vous coupez un arbre souvent qui, si vous faites comme les jardiniers ou les forestiers en Suisse qui font des forêts jardinées, vous coupez un arbre vieux qui va bientôt mourir, donc qui du coup allait de toute façon être sénescent. Vous en coupez un qui est immense et qui a une qualité de bois extraordinaire parce que vous la laissez pousser de manière complètement libre et autonome, et du coup c'est un arbre magnifique. Vous le coupez et comme ça il y a des arbres jeunes qui repoussent à sa place et vous faites des tables, etc. Mais vous le mutilez pas, vous le coupez pas petit bout par petit bout tous les ans ou tous les 2 ans. Vous voyez, vous comprenez un peu Bon, bref. Donc voilà, la taille, c'est une fausse idée. Donc elle explique pourquoi on taille, etc. Après vous avez donc âme sensible s'abstenir, plusieurs photos d'arbres mutilés. C'est horrible à voir en fait. C'est horrible à voir. J'ai vu passer sur Facebook là dernièrement. C'était un platane, je crois. On aurait dit un moignon de main amputé, la façon dont il était taillé. Mais vraiment, mais c'est moche, quoi. Il faut arrêter d'avoir cette vision de cet arbre coupé où il n'y a plus de branches, qu'il n'y a plus de feuilles, parce que ce n'est pas un arbre. C'est un peu comme le poisson vivagel, le poisson carré. C'est pas un poisson. C'est pas un poisson. Donc voilà. Donc tout ce que voilà, là il y a une allée de platanes, on en parle comme ça, qui sont tout coupés, on dirait des mains de je sais pas, des mains cadavériques tendues vers le ciel. C'est très moche.
Ça fait souffrir mon petit cœur. J'aime pas du tout. Et du coup, ça crée bien sûr des pourrissements à l'intérieur de l'arbre, des trous, des cavités et tout ça. Et elle le dit alors, par exemple, dans son livre, il est bien marqué que non, on n'a pas toujours taillé les arbres comme ça, c'est faux. L'argument d'une tradition historique ou culturelle est infondé. Ce n'est pas parce que trop d'arbres du domaine public font encore l'objet de tailles totalement inutiles qu'il faut suivre cet exemple. Les tailles sévères se sont développées sur le patrimoine arboré français à partir des années 1950, avec la modernisation et l'urbanisation des territoires qui ont relégué les arbres au rang de gêneurs. Voilà. Et du coup, l'avènement des nacelles et des tronçonneuses a grandement contribué aussi à leur massacre ou à leur élimination. Parce qu'en fait, un véritable arboriste, cordiste, d'abord il n'a pas de nacelle et donc il vient, il va sur l'arbre avec ses cordes et il ne taille pas s'il n'y a pas besoin. Il enlève les branches mortes, mais il garde les branches vivantes et il fait que votre arbre ressemble, quand il repart, votre arbre ressemble toujours à un arbre en fait. Vous voyez la différence entre les coupeurs de bois qui transforment votre arbre en totem ou en squelette ou en porte-manteau, et les vrais arboristes, les vrais professionnels de l'arbre, comme le syndicat français, la Société française d'arboriculture, la SFA par exemple, ils viennent, ils s'occupent de votre arbre et vous ne voyez pas la différence. C'est-à-dire que vous ne vous rendez pas compte que ça a été taillé. Si vous vous dites dans votre tête « Ah mais vous avez fait quelque chose », c'est que le mec, il a fait son boulot. C'est-à-dire qu'il a enlevé les branches qu'il devait enlever, mais de petite taille, c'est-à-dire avec des diamètres inférieurs de 5 cm, et vous ne voyez pas que votre arbre a été touché, que son équilibre, sa silhouette a été respectée, sa physiologie a été respectée. C'est ça, un vrai professionnel. Vous ne vous rendez pas compte, entre guillemets, en observant l'arbre, de la différence entre l'avant et l'après. Ça, c'est de la taille. C'est de la taille douce, qu'on appelle. Et c'est pas la taille de confort ou la taille machin. Alors après, vous allez me dire, oui, mais quand on construit, etc. Mais il faut arrêter de construire les maisons trop près des arbres. C'est ça aussi surtout. Quand les promoteurs arrivent sur un espace naturel, les arbres, ils sont déjà là. Donc, il faut prendre en compte l'envergure et le domaine, la circonférence de l'arbre qui est déjà là et faire l'immeuble en retrait par rapport à l'arbre. Et pas dire après, une fois qu'on est trop près de l'arbre, dire l'arbre il gêne. Non, c'est pas l'arbre qui gêne. C'est toi qui construis trop près de l'arbre. C'est tout. Voilà, c'est ça la différence. Il faut remettre les choses dans leur ordre et les responsabilités aux bonnes personnes. Alors... Auparavant, donc toujours dans cet article sur la taille de ce livre, les arbres de compagnie étaient dûment respectés. Voilà. Et du coup, elle dit aussi qu'on est un des pays d'Europe où on mutile le plus nos arbres. C'est une triste réputation. Donc après, vous avez un petit article sur quand faut-il vraiment tailler, que c'est nécessaire de tailler. Et donc elle précise que c'est mieux de tailler au début quand vous plantez les jeunes arbres et entre guillemets, comme ils appellent ça aujourd'hui, de conduire l'arbre par rapport à l'endroit où il est. Par exemple, enlever les branches basses, comme ça quand il devient adulte, les camions peuvent passer dessous sans avoir à tailler les branches adultes, etc., etc. Mais enfin voilà, vous faites appel à des professionnels qui connaissent leur boulot et puis c'est tout, et pas à des coupeurs de bois, voilà, avec des nacelles ou des tronçonneuses, vous savez pas. Donc on va au dernier chapitre qui est de beaux arbres pour demain, retour au bon sens. C'est ce que nous appelons ici aussi de tous nos voeux à Solution Nature en direct de Terre Nature et Terre Arbre, le bon sens, retrouver notre bon sens, c'est-à-dire le bon sens de jardiner. On ne met pas de pesticides sur les plantes qu'on va manger, par exemple, parce que c'est du poison. Si c'est du poison pour les insectes, c'est du poison pour nous, quoi. C'est du bon sens. C'est du bon sens. Voilà, c'est tout. C'est du bon sens. Et pour les arbres, c'est pareil. Retrouvons notre esprit, retrouvons notre clarté, notre pertinence et notre perspicacité et du bon sens. Elle a un exemple. Un vétéran par rapport aux constructions, justement, comme je vous disais, un vétéran au corps du collège. Roubaix, collège Rosa Parks 2016-2020. Donc, c'était il n'y a pas très longtemps, c'était il y a 4 ans. Une ancienne ferme
un projet de collège et un être pourpre âgé de 180 ans quand même. C'est un joli monsieur, quoi. 180 ans, haut de 30 mètres et en pleine forme. Toutes les dispositions ont été prises pour intégrer cet arbre au projet, pour maintenir un sol vivant sur toute la surface d'exploration de son système racinaire et pour éviter les perturbations durant les travaux. Il trône aujourd'hui au milieu de la cour. Son aire de vie maintenu et protégé accueille les collégiens qui viennent y observer un microcosme de biodiversité rare dans une région très industrialisée. Ce être a reçu le label Arbre remarquable de France en 2012. Donc, c'est possible. Voyez, messieurs les promoteurs, aménageurs de tout poil, c'est possible d'intégrer l'arbre et la nature dans des projets. Mais ça demande un petit peu d'effort. Voilà, c'est sûr. Quand on est feignant et qu'on ne veut pas perdre de temps ou qu'on veut gagner du temps ou qu'on ne veut pas attendre et qu'on est impatient, eh bien on rase tout et on construit dessus et on essaie de planter derrière. Et ça ne marche pas. Mais c'est possible. Voilà, vous avez l'exemple du collège Rosa Parks 2016-2020 à Roubaix. Avec, c'est un beau bébé, 180 ans, 1 mètre et 30, 30 mètres de... Donc voilà, on finit par des projets. À propos d'ombre et de lumière, donc planter les arbres aussi, les essences d'arbres suivant quel type de lumière vous voulez, en sachant qu'une atmosphère de lumière tamisée est favorisée par des essences à feuillage clair, telles que les platanes ou les tulipiers, les tilleuls de Hollande, les érables planes et certains feuillages panachés. À feuilles composées, frênes d'ornement, acacia, faux poivrier, certains sorbiers à petites feuilles ormes et micocouliers, à ramures aérées, févier d'Amérique. En revanche, si vous voulez une ombre plus dense, est-ce que vous avez compris un truc? Non, vous n'avez rien compris. Mais moi non plus, à mesure que je me dis, je suis sûre qu'ils n'ont rien compris. Donc je reprends. Voilà, je rebobine et je reprends. En fait, si vous voulez aussi, vous avez, alors ça c'est un truc aussi que j'ai appris, vous avez des qualités d'ombrage. C'est-à-dire que suivant les arbres que vous avez chez vous, que vous voulez planter chez vous, vous avez soit un ombrage sombre, où on ne voit pas trop la lumière, soit un ombrage plus lumineux, si vous voulez. Donc, si vous voulez une atmosphère de lumière tamisée, voilà, il faut que vous plantiez des platanes, des tulipiers, des tilleuls, des érables, des acacias, des sorbiers, des féviers d'Amérique, des paulownias, des catalpas, des micocouliers et des ormes. Par contre, si vous voulez une ombre plus dense, c'est-à-dire qu'on voit moins le soleil, moins ajouré, c'est-à-dire que vous voulez vraiment être très très à l'ombre, il faut planter à ce moment-là des hêtres pourpres, des marronniers, des magnolias à grandes fleurs et des chênes verts. Donc vous voyez, il y a tout un truc. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller sur certains sites qui expliquent les arbres en fonction de ce que vous voulez. Si vous voulez un ombrage fort, faible, comment est votre sol, comment est le soleil, si vous voulez du rafraîchissement, si vous voulez plutôt un retour à la biodiversité, c'est-à-dire voir revenir les papillons, les abeilles et les oiseaux. Vous avez 2 sites pour pouvoir faire vos emplettes, entre guillemets, avant de planter votre arbre. Ce sont sur le CEREMA, vous avez l'application Sésame, qui va bientôt arriver dans notre région. Et là, vous pourrez, en fonction des sols et de vos envies, soit d'air pur, de rafraîchissement, de biodiversité, d'insonorisation aussi, parce que les villes sont très bruyantes. On va vous donner un petit avant-goût plus tard, à la fin de l'émission, des bruits des villes, pour terminer l'émission, pour vous rendre compte. Et les arbres absorbent les bruits. Les haies et tout ça, etc., ça casse le bruit, ça l'absorbe. Donc, du coup, ça peut aussi vous faire un petit cône de silence, si vous voulez, ce qui est très appréciable, surtout en ville et en milieu urbain où c'est beaucoup passant. Donc, suivant ce que vous voulez, eh bien, vous allez sur ce site et sur cette application Sésame, vous rentrez vos conditions. Mon sol, il est sec, il est argileux, il est machin, il est calcaire, il est machin, tout ça, etc. Et ça va vous donner l'arbre le plus adapté pour planter dans votre jardin. Vous avez aussi le Floriscope, la banque de données des végétaux, qui a été créée à l'initiative de Plantécité.
et qui permet de connaître et choisir, de trouver des espèces que l'on souhaiterait implanter en jardin ou en espace vert. Il y a 184 000 plantes référencées. Donc vous trouvez ça sur floriscope.io. Voilà, donc, et puis après, vous pouvez aussi vous adresser, quand vous avez des fêtes de printemps, etc., sur les stands des horticulteurs qui sont là sur ces fêtes, ou même aux espaces verts de vos villes, hein, qui, eux, déjà sont en train de réfléchir aux arbres de demain ou d'aujourd'hui, qui sont arrivés aujourd'hui, qui sont déjà là. Donc voilà, ou alors aux associations de défense des arbres qui ont peut-être aussi des renseignements importants. Donc, attention aux idées préconçues, aux fausses idées, aux effets de mode. Voilà. Donc, on arrive vers la fin de ce bouquin que je rappelle le titre « À l'ombre des arbres, planter la ville pour demain » de Caroline Molly, qui est urbaniste paysager aux éditions. Je vais trouver cette édition. C'est fou, ça. Actes Sud ? Non. C'est quoi ? Non, pardon, c'est aux éditions Delachaux et Nielsley. Nielsley, pas Nestlé, hein. Nielsley, Delachaux et Nielsley. Donc, on arrive vers la fin avec toujours des exemples, avec des très belles photos, des exemples, des mauvais exemples comme des bons exemples. Et elle rappelle, alors bien sûr, que pour un arbre soit vivant, puisque c'est un être vivant, alors ça, nous sommes d'accord, nous l'avons tous acté, nous sommes tous d'accord dessus. Voilà, ça c'est dit, c'est fait, on n'y revient plus. L'arbre est un être vivant. D'accord ? Il respire, il mange, il écoute, il peut tomber malade, il peut mourir. OK ? Il peut être blessé. OK, d'accord. Donc, bon, c'est bon, ça c'est acté. Donc, comme tout être vivant, le tiercé gagnant pour que vous ayez un arbre sain, en bonne santé, et qui puisse vivre longtemps après vous aussi, pour vos enfants, vos petits-enfants, etc., etc., et pour toute la vie du quartier, parce que quand vous avez un arbre chez vous, c'est pour vous, mais pas que pour vous. Parce que l'arbre, il ne s'arrête pas à la clôture de votre jardin. L'arbre, il va aller beaucoup plus loin. Il va émettre de l'oxygène et rafraîchir l'air ambiant sur plus que votre jardin. Vous comprenez ? Donc, c'est aussi un bienfait que vous donnez à tout votre quartier, aux voisins, à vos voisins et à tout votre quartier. Ça, il faut en être conscient aussi. Donc, le tiercé gagnant pour avoir un arbre de compétition, voilà, c'est de l'air, de la terre, donc un sol où les racines peuvent s'épanouir sans réseau, sans contrainte, donc pas d'arbres en boîte, etc. Et du temps, voilà. Donc il lui faut de l'espace, de l'air, de la lumière à profusion pour de belles couronnes. La couronne, c'est tout ce qui est au-dessus du tronc, les branches avec les feuilles. Voilà, on dit aussi le houppier, si vous voulez. De la bonne terre, surtout, avec plein de micro-organismes, des vers de terre, des colomboles, des champignons, des bactéries, des virus, des minéraux, des pores, tu vois, bien aérés, qui n'est pas compacté, etc. Donc de la terre meuble, où les racines peuvent bien passer, etc. et explorer. De l'eau, pour un beau système racinaire. Et du temps. Il faut être patient. Voilà, il faut du temps. Donc, on récapitule, de l'espace, de l'air, de la lumière, de la bonne terre et de l'eau. Voilà, et vous avez des arbres de compétition qui vont grimper jusqu'à 10, 20, 30 mètres de haut, qui avec des houppiers magnifiques, etc., etc. Donc, après, vous avez comment choisir l'arbre en fonction de l'espace disponible, bien sûr, parce qu'il faut le mettre au bon endroit pour ne pas être trop près des maisons et que vous soyez après obligé de le tailler. On a dit gnôtte, on ne fait plus ça, c'est fini. C'était des usages d'un autre temps qui ne reviendra plus. Donc, voilà, on est arrivé à la fin de ce livre formidable qui s'appelle... Je répète, les arbres au secours de nos villes. À l'ombre des arbres, c'est le titre. Planter la ville pour demain, de Caroline Molly, aux éditions Delachaux et Niels. Voilà. Et c'est un livre qui est très récent, année 2022-2021. Et je vous engage soit à l'acheter, soit de le lire à la bibliothèque. Il est à la bibliothèque de Pessac, chaque Ellul. Et donc, écoutez, j'espère que j'étais assez claire
En tout cas, moi, ce livre, il m'a passionné. Les photos sont magnifiques. Et le discours de cette dame est formidable. Pour les gens qui ont des projets bientôt immobiliers, qui font fi des espaces naturels, dans ce bouquin, vous avez plein d'arguments dont vous pouvez vous servir pendant les concertations. Plein d'arguments, de vocabulaire que vous pouvez utiliser pour faire face aux promoteurs et aux aménageurs peu regardants sur la nature. Justement, vous avez de bons arguments là et vous avez de la matière pour pouvoir sauver vos paysages. Donc, écoutez, on va se retrouver dans 15 jours. Mais ça sera la surprise, je ne sais pas encore de quoi nous parlerons, mais sûrement de nature, de terre et d'arbres, peut-être de la victoire de la 69 puisque c'est en cours, on verra bien, peut-être encore de la LGV ou peut-être des nouvelles plantations puisque c'est le printemps, vous savez aussi, ou des nouvelles réglementations, je ne sais pas, ou de l'actualité, on verra bien. Et pour finir, voilà. Si on allait faire un tour en ville. Voilà, pour finir, un petit tour en ville de quelques minutes. Ciao les amis! Écolo égale nature, pas si sûr. Solution nature. Avec Valérie sur Wanted Radio. Wanted Radio. Première sur la nature en ville.